Merci à tous d'être là. Je ne vais pas faire une longue introduction moi-même, mais juste pour, comme vous avez sans doute vu, je viens de Charleroi au départ, j'étais formée à Liège, j'étais très intéressée par les états limites. Ça m'a amené, j'ai fini la psychiatrie à Liège en 92. En 99, je suis partie aux États-Unis, travailler un peu avec Ehrenberg, puis j'ai dû refaire ma formation de psychiatre à Los Angeles. Je suis devenue prof parce que c'est ce qui se passe quand on reste là et qu'on fait son travail. Jusqu'en 2016, j'ai beaucoup travaillé avec les réfugiés, avec le homeless, c'était l'hôpital public là, beaucoup avec les états limites. J'ai aussi appris de différentes manières de travailler. J'ai une formation psychanalytique, psychodynamique, médicamenteuse. Là, j'ai fait plus de thérapie cognitivo-comportementale. Et je travaille aussi depuis 20 ans avec une ASBL où on travaille beaucoup avec des réfugiés, victimes de torture, homeless. Je travaille dans la rue pendant pas mal d'années, mais plus maintenant. Les patients viennent dans notre clinique. Et donc je m'intéresse beaucoup aux états limites depuis longtemps, j'ai écrit un livre avec des collègues là-dessus. Et il y a une dizaine d'années, comme c'est mon expertise, on en voit souvent des cas plus difficiles. Et j'ai vu une personne d'une quarantaine d'années qui était passée par beaucoup de diagnostics, beaucoup de collègues, et je ne savais pas. Je savais ce que ce n'était pas, mais je ne savais pas bien ce dont il s'agissait. C'est une patiente avec un affect un peu bizarre. Tout le monde disait qu'elle était limite, elle avait été traitée pour schizophrénie. Et on ne trouvait pas ce qui se passait. Et pour une fois, j'ai demandé des tests psychologiques. Et il était évident, d'après les tests, qu'elle était autistique, ce qui était très surprenant pour la patiente, pour ses parents, dont un était psychiatre. Et donc ça m'a vraiment incité à essayer de comprendre mieux. Ça fait 10 ans de ça, et je pense que vous avez sans doute commencé à voir par les médias, les social media, la radio, la télévision, qu'il y a toutes les semaines quelqu'un de nouveau qui se dit ou qui est autiste et qui fait un coming out. Et donc ce sont des patients bien différents de ce que moi j'avais appris, c'est-à-dire qu'on m'avait appris que les autistes c'était des petits garçons blancs qui disparaissaient quelque part quand ils devenaient adolescents, parce qu'on n'en parlait plus, comme adultes, et donc c'était surprenant. Alors on va voir pourquoi c'est important de pouvoir identifier cette population, et en fait les médecins généralistes sont particulièrement importants, parce que ce ne sont pas des patients qui viennent nécessairement chez le psychiatre, et vous allez voir que les problèmes médicaux sont importants aussi pour cette population, et qu'il y a tout un apprentissage à faire de comment on interacte, comment on crée un lien, une connexion. C'est un livre que je recommande, La différence invisible, si vous ne l'avez pas vu, il est ici. C'est une jeune femme autiste justement qui avait été diagnostiquée avec état limite et d'autres choses, et qui à 25 ans a réalisé que sa différence avait un nom, et que c'était important pour elle d'en être consciente. Et de l'autre côté, en fait, si vous regardez les compagnies d'aviation en Europe, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'informations pour non seulement les personnes autistes et leurs familles, mais pour les autres passagers, pour essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi quelqu'un ne peut pas tolérer facilement qu'on le touche, on ne va pas parler, on ne va pas engager en vous regardant dans les yeux. Et pourquoi, dans les 30 secondes, pourquoi les compagnies d'aviation? Parce que si quelqu'un a un meltdown, si quelqu'un s'effondre dans l'avion, à l'aéroport, c'est fort compliqué. Et donc, ils opèrent de la prévention et surtout à l'avance sur les psychiatres et sur la médecine en cela. Alors donc, les autismes, comme je le disais, ça, au départ, ça ne semble pas quelque chose qui nous concerne si on ne travaille pas avec des patients qui sont handicapés mentaux et qui sont dans des institutions. C'est un peu les idées qu'on en avait. Dans les années 80, il y a eu Rainman, qui a un peu humanisé l'autisme, mais tout en étant que c'est une personne très particulière, un savant, avec des capacités énormes à un certain niveau, mais pas capable vraiment de vivre, de s'occuper de lui, de prendre soin de lui, d'avoir un métier. Donc ça renforçait quand même une image d'incapacité, pas quelqu'un qu'on rencontre dans la vie quotidienne, pas quelqu'un qui est votre instituteur, votre voisin, votre médecin. Il y a Einstein et son épouse. Je rappelle que l'épouse a aidé Einstein dans beaucoup de ses travaux, au point que quand il a reçu le prix Nobel, il lui a donné la moitié de l'argent, alors qu'ils ont eu un fils schizophrène, peut-être autiste. Einstein qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, et donc on sait à l'école qu'il ne réussirait jamais à rien. Alors c'est plus récent, hein, donc Bill Gates, qui a été officiellement diagnostiqué, Greta Thunberg, qui a fait découvrir au monde que les femmes pouvaient être autistes également, Lionel
Messi, j'ai parlé en Argentine il n'y a pas longtemps, et Lionel Messi avait été diagnostiqué avec Asperger, voir pourquoi je n'aime pas beaucoup d'utiliser ce terme-là, mais quand il avait 9-10 ans. Et plus récemment, en 2019, Mary Doherty, qui est une anesthésiste en Irlande, a créé un groupe qui s'appelle Autistic Doctors International. Mary, comme d'autres médecins d'ailleurs, sont venus à leur diagnostic parce que leurs enfants avaient d'abord été diagnostiqués autistes. On ne pensait pas du tout que c'était quelque chose qui les concernait. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui parlaient aussi de leur propre existence. Et Mary a décidé de créer ce groupe qui publie beaucoup, qui fait de la recherche, qui fait de l'information, qui fait de l'advocacy, du support, notamment d'assistants en difficulté. Il y a maintenant 1000 membres partout dans le monde. Alors un petit, vous connaissez Laura Lone peut-être, et voilà une interview de ça, ma soeur qui m'a montré, moi je ne connaissais pas, il y a quelques jours, mais je pense que ce petit passage est intéressant. Toute ma vie, je me suis culpabilisée de me dire je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme il faut, je suis gênante socialement, les gens trouvent bizarre. Et toute ma vie, je me suis dit pourquoi je fais ça, pourquoi je n'y arrive pas. Moi, j'étais auto-persuadée que c'était ma faute, parce que toute ma vie, c'était en mode mais tu fais exprès. C'est toi, tu fais exprès. Même les profs, même tout le monde, tu vois, la différence, c'est des choses qu'on rejette beaucoup au début quand on pense faire. Dès que je sors de chez moi, il faut un peu prendre mon courage à deux mains. Ça va être un moment où du coup j'ai plus aucune tolérance pour rien et tout va être dur et tout va être une épreuve. Et elle m'a demandé, mais ça va les relations sociales? Je dis ça. Et en fait, elle m'a remarqué que ça n'allait pas. Quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, ah ok, c'est pas de ma faute, c'est pas bon en fait. Donc, ça s'explique, il y a une explication. Je me suis dit, ok, ben, très bien, en fait, j'ai d'autres caractéristiques que les autres n'ont pas et qui sont des forces. Donc j'ai plus vu ça comme juste une faiblesse, comme un truc culpabilisant. J'ai vu ça comme une fatalité de me dire ok c'est cool, j'ai une explication et maintenant je vais essayer de me renseigner pour trouver mes forces et je vais essayer d'en faire quelque chose de chouette. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai vu que c'était un trouble qui s'exprime différemment chez les hommes, chez les femmes. Les filles vont peut-être plus cacher leurs différences, vont peut-être plus vouloir se fondre dans le moule. C'est tout ce qui fait leur handicap invisible, c'est-à-dire que c'est pas parce que visiblement ça semble fin, ça semble pas se voir. Intérieurement, c'est pas ça qui est difficile à vivre et que ça va vivre à l'intérieur. Je sais pas à quel âge vous avez eu vos diagnostics, je sais que parfois quand on est plus jeune, c'est plus compliqué à vivre, mais en fait, souvent je pense que quand on la tarte, c'est souvent un soulagement. Pour moi, ça a été le cas. Ça a vraiment tout changé en fait. Moi, je suis arrivé à un point, je pense, comme peut-être certaines personnes, où je suis plus fier en fait d'être différent que les autres. Et cette différence, en fait, c'est me fait moi, en fait, me rend unique. Je sais que si je n'avais pas ce diagnostic, je n'avais pas le trouble autistique, je ne pense pas que j'aurais fait ce métier et je ne pense pas que non plus que j'aurais cet humour-là, que j'aurais ce regard sur les choses, cette façon sans filtre de parler. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est vraiment une force et je pense que c'est vraiment la différence qui fait aussi mon succès et comment j'ai orienté ma carrière. Voilà, vous avez déjà entendu l'humour de Laura Lone, qui est en effet sans filtre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour nous tous, et tous les soignants, pas juste les médecins, d'identifier l'autisme? Des personnes sans handicap intellectuel, des personnes qui, je veux dire, n'ont pas l'air autistes au premier regard. L'espérance de vie est diminuée de 10 à 15 ans. On va voir pourquoi, des difficultés à communiquer, des difficultés à se rendre chez le médecin, un plus grand nombre de problèmes médicaux, parce qu'une vie qui est constamment stressée. Et donc la première cause de mort est la même que dans la population générale, hypertension, problèmes cardiovasculaires, etc., mais beaucoup plus tôt. L'autre cause de cette mortalité est le suicide. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les autistes. C'est la 10e ou 11e dans la population générale. Donc il y a un grand risque. On va voir entre autres beaucoup de troubles psychiatriques qui sont liés à être différents et à vivre dans un monde qui n'est pas toujours facile à gérer. D'autres chiffres absolument effrayants, vous voyez, c'est récent. Le recours, ils vont plus aux urgences, entre autres parce que c'est plus difficile de consulter un médecin généraliste.
aussi des difficultés à sentir ce qui se passe à l'intérieur. Le risque est encore plus élevé pour les femmes autistes, qui ont 2 fois plus de risque de mourir pendant l'hospitalisation que les hommes autistes et 3 fois plus que les femmes non autistes. Ce sont quand même des chiffres assez effrayants. Alors, je ne sais pas si ça a changé, en tout cas, moi, on ne m'a rien appris, ni en Belgique, ni quand j'ai refait ma formation aux États-Unis sur l'autisme chez l'adulte. Encore une fois, l'autisme chez l'adulte qui n'avait pas de problème intellectuel. Les médecins ne considèrent pas vraiment le nombre, même quand le diagnostic est dans le dossier de manière intéressante, si la personne n'a pas vraiment l'air, ou bien la personne a vraiment l'air d'avoir de gros problèmes, et on ne la traite plus comme quelqu'un qui a pourtant un quotient intellectuel pas normal, average, un moyen, et si la personne n'a pas l'air si différente, ben on oublie. Donc il y a un gros problème là. Les patients eux-mêmes ont des difficultés, ils ont très peur d'être invalidés, très peur qu'on ne les croie pas ou qu'on les traite moins bien. Et donc, l'autisme, c'est une différence, on va le voir, dans notre système neurologique. Et donc, il y a des autistes partout, des hommes, des femmes, des petits, des grands, de toutes les cultures, toutes les religions. Beaucoup, ils sont surreprésentés dans les communautés LGBT. On va voir que ça fait partie des biologies des différences. Je pense que jusqu'à 30% des transsexuels, par exemple, sont autistes, avec 10 fois plus que dans la population non autiste. Donc il y a là, donc c'est des choses auxquelles il faut penser quand vous voyez ces patients. Pardon, madame, comme on est en petit comité, je me permets d'intervenir pendant la conférence. Vous pourriez nous donner une définition succincte de ce que vous groupez dans autisme? Je vais le faire. Ah, merci. Oui, ça fait partie de la conférence. Donc les autres raisons pour lesquelles c'est difficile pour les patients de consulter, comme vous le voyez, particulièrement généralistes, difficulté de prendre un rendez-vous par téléphone, c'est extrêmement difficile. Le fait de pouvoir prendre des rendez-vous par Internet, ça aide. Entre parenthèses, toutes ces DIA-là sont à votre disposition et sont sur le site, donc vous y aurez accès. Et parfois, il y a plus d'informations que ce que je ne vais dire, parce que je voulais que vous l'ayez, donc c'est là. Pas besoin de... Vous pouvez prendre des photos si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Décider, puisqu'il y a une difficulté à évaluer si la douleur c'est vraiment quelque chose d'inquiétant ou pas, par exemple, difficulté à savoir si ça vaut vraiment la peine de déranger son médecin, difficulté à communiquer, on va y revoir, et difficulté à tolérer l'environnement de la salle d'attente, par exemple, avec des choses imprévues, avec du bruit, avec des lumières qui sont dérangeantes. C'est environ 2,2% de la population pour le moment. Donc, j'ai vu environ 6600 personnes à Charleroi dans les deux sexes, une femme pour 2 ou 3 hommes. Quand j'étais en formation, c'était une femme pour 10. Alors, dans les causes, il y a une irritabilité, particulièrement de nouveau l'autisme dont je parle aujourd'hui, sans un problème intellectuel, c'est jusqu'à 80%. Donc, bien sûr, l'environnement a toujours un impact, notamment sur la manière dont vont se développer certaines caractéristiques, mais il est clair que le problème est, que l'origine de l'autisme est génétique, et des dizaines et des centaines de différentes allèles vont interférer, ce qui fait qu'on a un autisme très hétérogène. On dit toujours, quand on voit une personne autiste, on voit une personne autiste. Ils peuvent être très différents de l'une à l'autre. Les patients dont on parlait auparavant, l'autisme le plus classique, qui est là associé avec des problèmes de handicap intellectuel, ça représente 3 à 10% aujourd'hui de ce qu'on considère les troubles autistiques. Ce sont des troubles génétiques, qui sont très différents de la présentation des personnes dont je vous parlais aujourd'hui, avec de grands besoins de support et dont les symptômes sont vraiment fort différents. Et là, vous savez, par les parents, par les personnes qui les accompagnent, que la personne a un diagnostic d'autisme. Et donc, les origines, je pense, ce sont des différences au niveau de la trajectoire de maturation cérébrale et du timing. Pourquoi ces patients peuvent nous mettre mal à l'aise? Les interactions, on va le voir, on va reparler, sont différentes. Les personnes semblent parfois désynchronisées, leur affect, ce que vous voyez au niveau du visage ou de l'intonation, par exemple, ne correspond pas nécessairement à la plainte ou à ce qui est dit. Ça, en général, c'est un des problèmes, c'est qu'on ne les croit pas ou qu'on ne les prend pas au sérieux, on ne sait pas bien ce qui se passe.
Les troubles chroniques et en général les problèmes ne répondent pas toujours aux médicaments de la manière habituelle. En général, les personnes autistes ont une grande sensibilité aux médicaments, pas toujours, mais une grande sensibilité aux effets secondaires. Et si on commence avec des doses habituelles, en tout cas je peux en parler en psychiatrie très à l'aise, eh bien souvent c'est comme si vous aviez overdosé le patient. Et si vous commencez comme ça va être un problème parce qu'en général, ils ou elles ne voudront pas réessayer les médicaments. Des histoires de comportements inhabituels, inquiétants, difficiles à comprendre, des automutilations, des tics, des routines très rigides, des troubles alimentaires sont très fréquents, ce qu'on appelle l'effondrement autistique, le meltdown, on va y revenir, et quelque chose qui est aussi difficile à comprendre parfois, ce sont ces mutismes temporaires. Quand la personne est extrêmement anxieuse, même si elle a l'air de fonctionner parfaitement normalement en général, elle peut tout à coup être incapable de parler pour des périodes longues. Ce que de nouveau on a parfois du mal à croire. Les difficultés, j'ai déjà dit plusieurs fois, à identifier ce qui se passe à l'intérieur, au niveau émotionnel et au niveau physiologique, ce qu'on appelle l'alexithymie. Ce n'est pas propre à l'autisme, c'est très fréquent dans l'autisme. Donc c'est une diminution de la perception des détails des expériences. Et je reprends cette dia d'une collègue, parce que je trouve que ça montre bien. On a toute une série de sentiments, de sensations à l'intérieur, et on peut quand même plus ou moins les discerner, alors que quand on est alexithymique, eh bien on a ce mélange de gummies et c'est beaucoup plus difficile d'identifier les différentes choses qui se passent à l'intérieur de nous. Alors, être autiste, elle peut être aussi très dangereux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur dans les nouvelles news ces derniers jours. Robert Robertson est autiste, on ne le savait pas au départ. Quand il a amené sa petite fille aux urgences, il y a 20 ans, elle ne respirait plus, elle était toute bleue. Et pendant que les médecins essayaient de la réanimer, lui n'avait pas l'air d'être inquiet et nerveux comme un parent habituel le serait, ce qui a fait que le staff a pensé que c'était probablement lui qui avait secoué sa petite fille et que c'est pour ça qu'elle était décédée. En fait, les autopsies ont montré, il a toujours nié, les autopsies ont montré elle avait une pneumonie, elle avait différents problèmes importants, elle lui avait aussi donné du phénergan et de la codéine, enfant de 27 mois. Et donc c'est de cela dont elle est morte, mais il avait été jugé avant qu'on ait toutes ces informations et avant qu'on sache qu'il était autiste. Et encore maintenant, il doit être exécuté en fait aujourd'hui, malgré les recours, malgré les appels. La justice a parlé et ne veut pas changer d'avis. Donc on voit que souvent, avoir un comportement différent peut être jugé de manière telle que ça peut vous coûter votre vie. Alors, est-ce qu'on dit une personne autiste ou une personne avec autisme? Vous avez peut-être entendu parler de cela aussi. Je demande en général aux patients ce qu'ils préfèrent. Les patients préfèrent une personne autiste parce qu'ils considèrent que l'autisme n'est pas quelque chose qu'on guérit, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, c'est quelque chose qui est avec eux. Ce n'est pas nécessairement une maladie pour eux, c'est une identité pour certains. Et donc, ils préfèrent dire je suis autiste comme quelqu'un dire je suis homosexuel et pas je suis quelqu'un avec de l'homosexualité. De nouveau, les parents généralement ont une opinion différente et il faut travailler avec le patient et ce qu'il souhaite. Toutes les codes là que vous voyez, vous pouvez aller, ça vous envoie par exemple ici à toute une nomenclature de définitions dont j'en reprends quelques-unes ici, mais c'est un site fort intéressant en français. Alors on a parlé de neurodiversité, on parle de cela depuis aussi quelques années, nous sommes tous neurodivers, on a tous ici un système neurologique différent, mais il y a certains systèmes qui sont, je vais dire, plus semblables ensemble et d'autres plus différents. Et donc on pense que si 10% de la population a ce qu'on appelle est neurotypique, c'est-à-dire que c'est une minorité, et ils ont un système nerveux qui ne répond pas à l'environnement, par exemple, de la même manière que d'autres, et on appelle ces personnes neurotypiques ou neurodivergents. Parmi ces catégories, pour ces 10% de la population, ben, on a le TDAH, on a l'autisme, la dyslexie, dyscalculie, Tourette, etc. Alors, vraiment en temps assez court, mais je vais vous donner quand même une toute petite idée au niveau de l'autisme, de l'histoire. Donc, le terme a été créé par Bleuler, en parlant de personnes qui étaient retournées sur leur vie intérieure, notant qu'ils avaient une vie intérieure. Dans les années qui ont suivi, la psychiatre russe Soukhareva a écrit en russe et en allemand des articles décrivant des enfants initialement qu'on pensait schizophrènes et qui n'étaient pas devenus schizophrènes.
et dont elle parle d'autisme à ce moment-là. Elle fait notamment des descriptions de petites filles qui sont très judicieuses, qui sont toujours bonnes aujourd'hui. Mais elle était communiste, elle était juive, c'était une femme, et donc personne n'a entendu parler d'elle jusqu'il n'y a pas très longtemps, sauf peut-être ces différents psychiatres d'origine allemande, Frankel, Asperger et Kanner. Vous connaissez là peut-être des noms de personnes qui ont découvert l'autisme. Frankel était un psychiatre en Autriche, dans les plus grands hôpitaux pédiatriques en Autriche, et avait observé ces enfants avec un affect différent, qui ne correspondait pas à ce qui se passait au niveau émotionnel à l'intérieur, apparemment. Et donc, il a commencé à étudier ces enfants. Weiss est une psychologue qui a fait des tests pour essayer de faire de la recherche. Mais dans les années 30, ils ont dû tous les deux s'exiler aux États-Unis, ils étaient juifs, et Asperger, qui était un étudiant de Frankel, a repris tous leurs travaux, a écrit sa thèse dans les années 40, qui a été redécouverte plus tard, qu'on a qualifié d'Asperger, des personnes autistes sans déficit intellectuel. Et Frankel est allé aux États-Unis grâce à Kanner, qui était le prof de pédopsie, qui a inventé la pédopsie à l'époque, qui aimait beaucoup les travaux de Frankel, qui a observé des patients avec lui, dont Donald T., qui est Donald Triplett ici, monsieur qui est mort, soi-disant le premier patient autiste. Et donc Kanner a repris aussi tous les travaux de Frankel, sans le citer, et donc c'est comme ça qu'on pense qu'au même moment, de manière bizarre, et Asperger et Kanner ont découvert l'autisme. Vous voyez que l'histoire est plus compliquée qu'on ne le pense. Vous avez sans doute entendu parler de Bettelheim, un psychanalyste. En tout cas, il disait qu'il était psychanalyste. Bettelheim a aussi échappé aux nazis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit qu'il était psychologue, qu'il était psychanalyste, qu'il avait un doctorat en philosophie. Il n'avait rien de ça. Il avait pris deux cours de philo. Il n'avait jamais été en analyse. Sa femme l'avait été. Et donc, toutes ces théories, il est devenu prof et a créé toutes ces théories horribles et pas exactes du tout, en disant que l'autisme était créé par les mères frigo, et que les autistes étaient des forteresses vides. Rien de cela n'est juste, mais ça a laissé, particulièrement en francophonie, des décades et des décades de parents traumatisés, d'enfants qu'on a séparés de ses parents, et d'idées de ce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de quelqu'un qui était autistique. Lovas a un peu les mêmes idées. Un enfant autiste, il n'y a rien à l'intérieur, on peut en faire ce qu'on veut, il ne ressent pas de douleur, et donc on va le forcer à faire des choses, comme regarder droit dans les yeux, comme avoir un comportement normal, et ça va être la guérison. De nouveau, c'est un traitement qui a pu être très sadique, mais qui est à l'origine des thérapies comportementales et billets, qui sont aujourd'hui c'est $1 billion, ça rapporte autant d'argent, ces thérapies, que certaines sociétés pharmaceutiques, et de nouveau basées sur des hypothèses fausses, et les patients qui sont passés par là en parlent comme de la torture. Maintenant, il y a des thérapies comportementales qui sont parfois tout à fait nécessaires et qui vont aider, mais qui doivent être faites différemment. Finalement, dans les années 70, des chercheurs ont réalisé qu'en fait l'autisme, ce n'était pas à cause de mères frigidaires, mais de la génétique en grande partie. Ça permet de discuter ce qui se passe différemment. Laura Wing a, elle, réalisé que des femmes pouvaient aussi, et des petites filles pouvaient être autistes. Elle a aussi redécouvert les écrits d'Asperger. Vous avez peut-être vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous propose de le regarder. Temple Grandin, qui était la première personne autiste à parler lors de réunions scientifiques, qui a parlé avec des familles qui se disaient « Ah bon, il y a là des personnes qui peuvent faire des études, aller au collège si on leur donne le support qui est nécessaire. » Et la dernière personne qui est importante ici, c'est Damian Milton, qui est aussi du père d'un enfant autiste avec high needs, qui a besoin de beaucoup d'aide. Milton est autiste lui-même. Et dans les années 2010, il a développé le concept que quand on pense qu'entre une personne autiste et une personne non autiste, il n'y a pas de bonne communication, parce que la personne autiste est incapable de communiquer, en fait, il n'y a pas de bonne communication parce que les personnes communiquent différemment. Et que si vous mettez deux personnes autistes ensemble, eh bien, elles vont communiquer relativement bien, avoir un sens de ce qui se passe chez l'autre, et que donc tout n'est pas nécessairement pathologique. Alors, le diagnostic, et qu'est-ce que j'entends par autisme? Un petit rappel que bien sûr, le diagnostic, c'est aussi très subjectif, c'est aussi très politique. On voit comment on mesurait les personnes pour décider si elles étaient compétentes ou pas, s'il fallait les éliminer ou pas. Lombroso, qui est le père de la médecine légale, a
y a-t-il des gauchers dans la salle? Voilà. Eh bien, pour Lombroso, si vous étiez gaucher, vous étiez psychopathe, vous étiez pervers, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça a des conséquences énormes, non seulement de faire que tout le monde essayait d'écrire à la main droite, je suis gauchère aussi d'ailleurs, mais surtout, on ne pouvait pas devenir médecin, on ne pouvait pas devenir enseignant, jusque dans les années 75-74 en Russie, et il y a quand même toujours cette idée que d'être gaucher, il y a un problème. Donc on voit combien Asperger aussi avait trouvé qu'il y avait des autistes qui étaient bien, parce qu'ils avaient des compétences particulières, parfois remarquables, mais en général, leur esprit d'indépendance faisait qu'il les envoyait dans un hôpital où ils étaient exterminés. Il envoyait aussi toutes les filles autistes dans cet hôpital, à Spiegel Ground, où les enfants étaient infectés avec des maladies infectieuses, où on les laissait mourir de faim. C'est pour ça que je n'aime pas d'utiliser le terme Asperger. Le DSM qu'on doit utiliser en psychiatrie, un peu colonisé par les Américains, le DSM, il est écrit en grande partie par des gens qui travaillent avec des sociétés pharmaceutiques, qui ont intérêt à ce que peut-être certains types de problèmes soient définis d'une certaine manière pour faire leurs recherches, pour avoir leur bourse de recherche, etc. J'étais fort proche de tout ça quand je m'occupais des états limites, donc j'ai vraiment vu en première ligne. Donc de nouveau, c'est relatif un diagnostic, et je ne sais pas si c'est le cas ici, mais aux États-Unis, vous êtes payé en fonction du diagnostic que vous donnez au patient. Ce qui évidemment est absurde, en tout cas dans ma tête, puisque ça peut entraîner toutes sortes de faux diagnostics. On va appeler quelqu'un, par exemple, bipolaire au lieu d'état limite, parce qu'on est remboursé beaucoup mieux pour le bipolaire que pour l'état limite. Donc les diagnostics, c'est compliqué. Le DSM, c'est compliqué parce qu'il définit les différences essentiellement en déficit, pas seulement pour l'autisme. Hein. Donc je vais passer très vite sur ça, mais comme vous le voyez, tout est vu en termes de déficit, pas nécessairement de difficulté ou de timing. Tout ce qui est considéré comme différent, stéréotypé, répétitif, le fait qu'il y a des intérêts particuliers est vu systématiquement comme quelque chose de négatif. Les intérêts particuliers et les rituels peuvent avoir aidé beaucoup de gens à avoir un prix Nobel ou à être d'excellents chirurgiens, par exemple. Ce qui est juste, c'est qu'ils ont ajouté, heureusement, les problèmes sensoriels, on va y venir, pour mettre un diagnostic, effectivement, et que parfois on ne voit pas les symptômes de l'autisme, parce que les gens vont pouvoir compenser, masquer, et c'est seulement plus tard, y compris quand on est adulte, que ce diagnostic va apparaître. Donc le problème, quand on se base sur ce type de critères, c'est qu'on peut surévaluer des personnes parce qu'elles ont l'air de bien fonctionner et ne pas se rendre compte qu'en fait elles fonctionnent au prix d'un épuisement émotionnel énorme, et on peut sous-évaluer des personnes qui ne communiquent pas verbalement, par exemple, en pensant qu'il n'y a rien à l'intérieur, comme on l'a fait avant, alors que la personne est consciente de ce qui se passe, voudrait bien communiquer, et s'il n'en a pas les moyens, peut bien sûr présenter toute une série de comportements très, très problématiques. On sait ça puisqu'on a maintenant des outils qui aident les personnes non verbales à communiquer et qu'on se rende compte de tout ce qu'elles peuvent ressentir et comprendre, et combien certains comportements étaient vraiment des comportements de frustration, avec le fait qu'en étant autiste, ces comportements peuvent être très effrayants et incontrôlables. Donc il y a d'autres manières de regarder à l'autisme, ces personnes que nous avons vues au départ, il y a aussi grande rigueur, de l'honnêteté, de la créativité, un sens de la justice, mais tout ça peut à la fois être un avantage et peut être un inconvénient quand par exemple vous êtes trop franc et que vous dites aux gens ce que vous pensez après qu'ils vous l'aient demandé, mais qu'ils ne s'attendaient pas à ce que vous leur disiez la vérité. On va y revenir. Alors, la définition, madame, l'autisme, c'est une manière différente de percevoir, au sens propre d'ailleurs, au niveau des perceptions, de traiter l'information, de penser, d'apprendre, d'établir des relations, d'interagir avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. C'est aussi un handicap moteur. Le fait de ne pas pouvoir parler, c'est quelque chose qui est moteur. C'est aussi, ils ont demandé aux Maoris de créer une définition, et ils l'ont fait en 2017, in their own time space, à leur propre rythme, si vous voulez, et dans leur propre espace. Et je donne un exemple de ce jeune homme qui est le plus jeune professeur je crois que c'est à Cambridge en Angleterre, Jason Hardy. Jason a commencé à parler à 11 ans.
Et Jason, comme Temple Grandin, c'est parce qu'on ne les a pas institutionnalisés, évidemment, que ça a pu se passer. Si on avait envoyé Temple Grandin dans une institution comme les médecins suggéraient quand elle avait 2 ou 3 ans, ben, on n'aurait pas eu Temple Grandin, elle ne serait pas devenue ingénieure. C'est la même chose pour Jason. À 11 ans, il a commencé à parler, il a seulement commencé à lire et à écrire à 18 ans. Et à 37 ans, il devient professeur à Cambridge. Quand on dit à leur rythme, maintenant tout le monde ne va pas devenir professeur à Cambridge, hein, mais il peut y avoir vraiment une évolution qui est décalée. Alors, comment allez-vous établir que cette personne est peut-être autiste? Ce que je propose, c'est de, je ne suis pas la seule, mais de regarder de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire de percevoir les choses différemment? Qu'est-ce que ça veut dire d'interpréter et d'interagir avec le monde différemment? Et comment est-ce que dans votre relation avec le patient ou avec la personne, vous pouvez vous-même se dire, bien, peut-être qu'il y a quelque chose de différent là, ça veut dire que je dois être plus attentif à la manière dont je communique, aux maladies auxquelles je vais faire attention, etc. Donc on va voir rapidement perception, motricité, cognition, langage, interaction, double empathie, toutes ces choses qui sont importantes de cliquer, d'observer pour faire ce diagnostic. Donc les expériences, et ça je pense qu'on a un sens quand même, que les expériences sensorielles sont différentes, et donc vous voyez quasi 100% des patients autistiques, souvent une hypersensibilité, parfois une hyposensibilité, parfois les deux. Ça peut varier en fonction des circonstances, de l'état de fatigue de la personne par exemple, des niveaux plus élevés de capacité perceptive, donc la personne perçoit beaucoup plus d'inputs sensoriels qu'une personne qui n'est pas autiste. Ce qui explique aussi pourquoi, d'une part, ça peut être beaucoup plus fatigant, et d'autre part, pourquoi il faut plus de temps pour intégrer ça. Beaucoup de patients, d'enfants, d'adultes ont ce qu'on appelle des retards de processing. Hein, quand vous dites quelque chose, la personne ne réagit pas immédiatement. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de répéter. Le franc va tomber, mais il faut plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ce qui est caractéristique aussi et qui est très important à savoir, c'est que la personne autiste en général ne s'habitue pas à certaines expériences sensorielles désagréables. Donc vous avez un bruit, ici c'est bien, on n'a pas de bruit, on a parfois un bruit de micro, de caméra ou de conditionné par exemple, qui va être ici dans la salle, et après quelques minutes, beaucoup de personnes, 10 minutes, vont oublier le bruit, vont plus l'entendre. En général, la personne autiste continue d'entendre jusqu'à la fin, et ça augmente de nouveau le stress, la fatigue. C'est aussi pour ça que les thérapies comportementales forcent la personne à essayer de s'habituer, en se disant tu vas t'habituer, comme tout le monde, ça ne marche pas, c'est contre-productif. Une autre raison pour laquelle ces sensorialités sont importantes, c'est que ces différences vont être là toute la vie. Donc quand vous faites un diagnostic, vous n'êtes pas sûr si quelqu'un qui n'a pas été diagnostiqué et tout, etc., c'est toujours très important de voir avec le patient, avec son entourage, si déjà enfant, il y avait tendance à se cacher les oreilles, s'il y avait trop de bruit, s'il y avait des choses qui étaient surprenantes, etc., si la lumière a toujours été difficile à percevoir, si les odeurs ont toujours été très difficiles. Donc voilà, on a toutes les perceptions. Je vais aller assez rapidement. Quelque chose d'important par exemple, c'est qu'on s'est rendu compte quand on regardait aux images neurologiques, neuroimaging, que si on force une personne autiste à regarder dans les yeux, l'amygdale, qui est notre cerveau reptilien, qui est le centre de la peur, est hyperactivée. Donc en effet, quand les enfants évitent le regard, c'est parce que ça entraîne pour ces personnes une réaction de peur qui fait qu'il n'est pas possible vraiment de pouvoir écouter ou faire sens de la conversation. Parce que beaucoup de patients expliquent, si on me force à regarder, ben, je ne sais rien entendre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important à savoir. Si le patient ne vous regarde pas dans les yeux, c'est pas un problème. Parfois, vous regardez pour vous dire quelque chose de très important, mais en général, on n'a pas besoin de se regarder dans les yeux pour communiquer correctement. Mais c'est pris de nouveau comme un signe de quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, qui est peut-être schizophrène. Et donc on l'interprète, on peut misinterpréter cela. Problème d'hypersensibilité au son ou d'hyposensibilité. Et donc ces ear protectors, comme on dit, sont très utiles, surtout qu'il n'y a pas d'habituation. Alors, la personne autiste ne réalise pas toujours les différences de tonalité dans la voix de quelqu'un, ou peut mal les interpréter, et de la même manière, quand il ou elle parle, ne se rend pas toujours compte de son ton de voix. Ce qui fait qu'on peut parfois croire que la personne est fâchée, elle ne l'est pas du tout.
Donc il y a vraiment une difficulté là aussi à évaluer comment la personne communique. Odorat, goût, ça peut créer des problèmes de travail. Des gens qui ne supportent pas certaines odeurs, ça va créer tous des problèmes aussi au niveau de l'alimentation. Alors, un exemple, hein, vous voyez, vous allez vous rendez dans le cabinet, et voilà, c'est un cabinet médical normal. Si vous êtes très sensible à la lumière, c'est comme ça que vous le voyez. Donc, vous imaginez que si vous passez 3/4 d'heure dans une atmosphère comme cela, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, vous n'avez pas envie de revenir. Le toucher est aussi quelque chose d'important, et particulièrement important quand vous faites des examens physiques. Et donc, les personnes peuvent avoir de l'hypersensibilité à certains niveaux, de l'hypo à d'autres. Mais ces peurs et ces difficultés de toucher, par exemple, en général, les patients autistes ont de terribles problèmes dentaires. Ils ne vont pas chez le dentiste, ils évitent, vous imaginez, la lumière, le bruit, le toucher, les choses imprévues, c'est extrêmement difficile de tolérer cela, et ça a évidemment des conséquences dentaires et médicales. Et donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la perception de la douleur est atypique, parfois des perceptions trop importantes de certaines choses, et parfois on ne perçoit pas du tout la douleur, ou on ne sait pas où elle se situe, où on ne sait pas la localiser, où on ne sait pas si c'est important. Pendant les journées de travail, là, il y a 2 jours, quelqu'un parlait d'une personne autiste qui s'était cassé le fémur, je crois, s'était pas déplacé, et qui pendant une semaine a marché sans se rendre compte que c'était douloureux. Vous avez des personnes qui vont arriver, une personne collègue Autistic Doctor International expliquait qu'elle est médecin et elle a accouché quasi dans l'ascenseur, elle n'a pas senti les contractions, elle n'a pas senti venir. Donc vous pouvez voir toute une série de problèmes à ce niveau-là, et les surcharges sensorielles vont faire que la personne peut devenir beaucoup plus agitée, beaucoup plus anxieuse, augmenter ses stimulations, hein, de s'agiter, se balancer, serrer les poings, et des choses qui peuvent parfois paraître menaçantes pour l'entourage, ou pour l'entourage dans un hôpital psy par exemple, ou pour vous si le patient est dans votre cabinet. Le patient peut parler plus vite, être agité, avoir une crise de colère, et tout ça peut parfois être interprété comme un défi. Et en général, personne ne sait pas s'arrêter, elle essaie de se calmer de cette manière-là. Alors c'est aussi un problème moteur. Je n'ai pas le temps de vous montrer des vidéos, mais souvent il y a des difficultés au niveau de la coordination des mouvements, des personnes qui souvent se cognent, n'ont pas un bon sens de la distance avec l'autre, sont se cogner à l'autre, vont tomber. Alors vous imaginez dans un cours d'école, évidemment, des enfants qui sont déjà différents, qui ne font pas beaucoup de contact, qui ne comprennent pas bien la politique de la cour de récréation, qui en plus marchent différemment, ne savent pas jouer au football, tout ça augmente évidemment le bullying et les traumatismes pour le futur. Voilà un exemple d'une personne donc, qui ne pouvait pas parler et qui est maintenant a développé une... Si ça vous intéresse, vous pouvez googler ceci, une ASBL pour donner ces tablettes de communication et apprendre aux enfants et aux adultes autistes qui ne communiquaient pas verbalement de pouvoir interagir avec le monde par le biais d'outils électroniques que nous avons maintenant. Vous voyez Virginia Woolf, là, l'écriture de Virginia Woolf, aussi Virginia Woolf comme Einstein, comme James Joyce qui a commencé à parler seulement vers l'âge de 5 ans. Donc on pense qu'elle est autiste. Alors, les tests, est-ce que vous faites couramment des tests neuropsychologiques? Est-ce qu'ils sont accessibles ici? Est-ce que vous avez le moyen de faire tester vos patients? Oui. J'entends en général, en tout cas, que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a de longues listes d'attente. S'il n'y en a pas, tant mieux. Les tests cognitifs sont très intéressants parce qu'ils nous montrent vraiment que chez la personne autiste, en général, il y a des domaines où la personne est extrêmement compétente, parfois au percentile 99, 98. Souvent, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'air autiste, c'est quelqu'un qui a de très bons skills, compétences verbales, mais à d'autres niveaux, au niveau du temps qu'il faut, par exemple, pour intégrer de l'information, au niveau de la compréhension de certaines choses, le percentile, vous allez voir, est très bas. Et donc, la mémoire de travail est aussi en général pas quelque chose qui fonctionne très bien chez les personnes autistes. Et donc, vous voyez ces tests en montagne russe. Donc, ce n'est pas vraiment un spectre, en fait, alors qu'une personne qui n'est pas autiste, et bien là, la ligne est assez droite.
Et là, c'est vraiment une bonne manière pour le patient aussi de réaliser ça et d'aider le patient. Parce que souvent, le patient se sent très coupable, a l'impression qu'il ou elle devrait fonctionner bien. C'est aussi un des problèmes, évidemment. Si vous avez un étudiant qui peut parler extrêmement bien, qui a l'air d'interagir très très bien, et qui pour d'autres choses vraiment est un percentile 30, on ne va pas comprendre ça. Et on va penser que l'étudiant ne travaille pas, ne fait pas assez d'efforts, etc. Et ça ajoute aux problèmes, aux difficultés psychologiques liées à tout cela. Donc, dans les différences et comment on fait ce diagnostic et pourquoi, une manière de le penser, c'est un peu comme si la personne autiste a un operating system différent. Hein. Je suis sur un Mac ici, j'avais une bonne clé et on m'a dit que mon Mac, je suis sur un PC et on m'a dit que le Mac ne pouvait peut-être pas communiquer très bien. Donc on imagine qu'il y a un hardware qui est relativement similaire, mais que la manière de traiter l'information, une fois de plus, est différente. Des choses caractéristiques, c'est ces capacités d'hyperconcentration qui vont faire que quelqu'un peut, par exemple, si ça l'intéresse, se concentrer pendant 6, 8 heures, 10 heures, sans réaliser qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il doit se reposer. Ça peut être très utile, par exemple, si vous êtes un chirurgien, mais évidemment, si vous faites ça jour après jour, il y aura des problèmes qui vont se lier à cette manière de fonctionner, dont du burn-out. Une grande difficulté, c'est que quand vous pouvez vous concentrer comme ça, dans la zone, comme on dit, c'est très difficile de changer. Donc si vous travaillez dans un bureau et que vous voulez vous concentrer sur ce qui se passe et qu'on vous demande pour que les gens se sentent bien socialement au bureau, toutes les 2-3 heures d'aller faire une pause café, c'est très très difficile. La personne en général souffre de ça, ne veut pas le faire, mais elle en dit qu'elle est asociale. Mais s'il ou elle fait ça, risque de perdre sa concentration pour le reste et ça peut mettre de très mauvaise humeur. Un perfectionnisme, c'est utile, mais trop perfectionniste, de nouveau, ça a des problèmes. On ne termine jamais son travail, on termine tard, on est débordé, on critique les autres qui ne sont pas aussi perfectionnistes et de nouveau, on a des difficultés au niveau de la cohésion sociale d'un bureau, par exemple. Les autistes sont très bons à repérer les schémas, à faire des liens entre certaines choses, pour ça qu'il y en a tant qui ont fait des découvertes intéressantes. La manière dont ils apprennent les choses est parfois différente. De nouveau, ça crée un problème, par exemple dans le milieu scolaire, où on va vous demander de résoudre un problème de maths, et le prof va résoudre le problème de maths d'une certaine personne, et l'enfant autiste va le résoudre et va venir avec la réponse tout de suite, mais pas toujours capable d'expliquer comment il ou elle est arrivé à cette réponse. Et si le prof n'est pas un peu informé, il va dire « mais t'as triché, c'est pas possible, je ne te crois pas, tu rates ». Donc il y a des articles entiers qui sont écrits ça à propos de ces différentes manières d'apprendre les choses. Comme j'ai dit, la mémoire vive, la mémoire de travail n'est pas très bonne en général, et souvent il y a des gens ont une difficulté à vous parler de leur vie, surtout si vous ne leur donnez pas d'indices, si vous ne leur posez pas de questions. Par contre, on sait qu'il y a des personnes autistes qui mémorisent des choses, les horaires de train, toute l'histoire d'un pays, etc., avec une mémoire des faits qui peut être excellente. Donc un style de pensée souvent va intéresser à une chose bien particulière et des problèmes de fonctionnement exécutif. Alors qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'histoire de la forêt et de l'arbre. Hein. Donc il y a pas mal de gens qui vont voir la forêt, et puis peut-être qu'une personne autiste, elle va voir ça d'abord. Elle va voir l'arbre malade. Hein, donc c'est toute l'histoire où, et de nouveau, c'était présenté comme un défait. Les autistes, ils voient l'arbre avant la forêt, tandis que les gens normaux, ils voient la forêt avant l'arbre. Hein, mais on dit parfois, s'il y a un ours derrière l'arbre, c'est peut-être utile, ou s'il y a un arbre malade qui met la forêt en danger, ça peut être utile aussi. Donc il y a une manière différente de concevoir les problèmes. C'est ici une pensée où on part du détail et on arrive à une conclusion plus grande, et d'après Temple-Grandin, c'est probablement une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes autistes vont faire certaines découvertes, puisqu'elles ne partent pas de la généralisation. Ils partent du point, ils ne sont pas tellement intéressés où ils vont arriver. Ils ne veulent pas arriver à un certain endroit, ils veulent arriver où ils vont arriver. Alors, on parlait d'un langage différent, de nouveau la manière dont on utilise les mots. Hein. Souvent, Asperger parlait des petits professeurs en parlant des enfants autistes. On parle d'un langage pédant, je préfère utiliser sophistiqué. Beaucoup de néologismes, des choses qui parfois n'ont pas l'air de faire beaucoup de sens,
Et vous voyez ici James Joyce, Beckett et Virginia Woolf, c'est probablement tous un collègue qui a écrit des livres là-dessus, autistiques, et qui ont effectivement, quand vous les lisez, une manière très différente d'écrire et de partager leurs pensées que d'autres écrivains. Des associations littérales, souvent ce qui a fait qu'on pouvait parfois se demander si c'était pas schizophrène, des associations logiques, concrètes, mais qui ne sont pas toujours habituelles, des grandes difficultés à tolérer le manque de précision, ce qui peut être un problème de nouveau au niveau du travail, au niveau de l'école, ou qui peut être une qualité. Les difficultés dans l'intonation, j'en ai parlé, le fait de répéter des phrases parfois pour quand on veut avoir bien compris. Et une des adaptations très importantes qu'on fait dans les écoles ou au travail, c'est d'avoir des informations écrites. Écrit, c'est précis. On ne doit pas essayer d'associer ou d'imaginer ce qu'il y a derrière le mot, ce qu'il y a dans une intonation, et c'est souvent, ça aide beaucoup. Alors, des problèmes qui peuvent se passer de nouveau, c'est au niveau des interactions sociales. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les chit-chats, les petits bavardages à la machine à café, de nouveau, qui ne voient pas à quoi ça sert et qui peuvent d'ailleurs le dire, puisque c'est très honnête, je ne vois pas pourquoi tu veux que je fasse telle ou telle chose, tout ce que tu dis, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ce sont des personnes très fois brutalement honnêtes. Quand Greta Thunberg est allée parler aux Nations Unies, c'était quand même une occasion assez unique, la moitié de son intervention, c'était de dire blablabla, 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 faut oser, et ça peut être, on peut trouver que Greta avait un impact cette fois-là, où on peut considérer qu'on ne va plus jamais vouloir parler avec quelqu'un comme ça. Grand sens de la justice, que vous voyez avec elle aussi, mais qui fait que souvent, ce sont des lanceurs d'alerte, sans le savoir, et peuvent de nouveau avoir pas mal de problèmes au niveau du travail, par exemple. Ils ne voient pas nécessairement, et on va reparler dans l'empathie, que quelqu'un a besoin d'aide, et ils ont d'énormes difficultés eux-mêmes à demander de l'aide. Alors, les genres, on a entendu que ça ne se présente pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes, comme toutes, et comme beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'on n'a pas identifié les femmes pendant très longtemps. Les femmes autistes ont tendance à camoufler, à essayer d'observer et d'imiter comment font les autres. Il y a une pression sociale aussi qui fait qu'on va plus les forcer à essayer de rentrer dans les rangs, à faire un peu comme tout le monde. Elles comprennent ce qui se passe par une analyse intellectuelle généralement, et tout cela, surtout si elles ont un quotient intellectuel verbal élevé et qu'elles ont pas mal d'empathie, on va pas voir le diagnostic pendant très longtemps. Le camouflage donne aussi une idée c'est difficile de savoir qui on est quand on essaye de plaire constamment ou d'imiter les autres pour faire partie du groupe, mais sans bien savoir pourquoi et comment. Tout ça augmente bien sûr l'anxiété, la dépression et le burn-out. On remarque que beaucoup de femmes autistes en général préfèrent la compagnie des hommes, dont souvent dans les écoles, les lycées, etc., les dynamiques sociales sont moins complexes, c'est pas une critique, que celles des femmes dans les mêmes cours d'école. Parce qu'il y a cette naïveté, parce qu'il y a cette honnêteté, parce qu'on ne comprend pas les signes implicites, beaucoup d'autistes, en particulier de femmes, vont être vulnérables notamment à des abus sexuels. Alors l'empathie, donc il y a deux types d'empathie, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Il y a l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive est une empathie plus intellectuelle, où on a le sens instinctif pour les personnes qui ne sont pas autistes de ce que, oui, la personne doit être en souffrance parce qu'il lui est arrivé telle ou telle chose ou qu'elle est dans telle et telle circonstance. C'est une empathie que les psychopathes ont très très bien, puisqu'ils peuvent ainsi manipuler les gens, savoir leur dire ce qui est attendu, etc. Et il y a l'empathie, c'est une empathie que les autistes n'ont pas, qu'ils doivent acquérir en l'apprenant, non pas où on peut, et certainement pas spontanément. L'empathie affective, par contre, c'est de sentir, c'est d'avoir cet état émotionnel où vous êtes en souffrance avec l'autre, par exemple, quand vous sentez qu'il est en souffrance. Et ça, contrairement à ce qu'on croyait, maintenant, il y a toutes sortes d'autistes, donc il y en a qui sont des psychopathes, il y en a qui sont schizophrènes, il y en a avec beaucoup d'empathie, il y en a avec pas beaucoup d'empathie, mais une majorité de personnes autistes ont en fait cette empathie, beaucoup ont de l'hyper-empathie, particulièrement quand il s'agit d'animaux, et ont même de l'empathie pour des objets. C'est aussi un élément parfois qui peut aider le diagnostic. Et donc, Milton, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a
a un peu étudié tout ça et ça a été confirmé par de nombreuses études depuis, c'est qu'en fait, quand une personne autiste et non autiste interagissaient, on considérait qu'il y avait un déficit de compréhension de la part de la personne autiste. Mais la recherche montre qu'en fait, entre neurotypes, ce qui fait sens, hein, comme entre cultures différentes, entre personnes qui parlent la même langue, entre personnes qui viennent de la même région, eh bien, il y a une compréhension spontanée, et il y a une compréhension spontanée comme cela entre personnes qui sont sur le spectre autistique et entre les personnes qui ne le sont pas. Et au plus on connaît ce qui se passe chez l'autre, au plus on apprend à propos de l'autre, au plus on peut aider cette communication. Toutes ces difficultés au niveau cognition, au niveau de reconnaissance de ce qui se passe dans l'interaction à l'intérieur de soi, tout le fait par exemple de masquer, d'essayer de tolérer un environnement qui est très difficile, eh bien évidemment on en paye le prix et le prix pour les personnes autistes vont être des comportements qui vont parfois être fort effrayants pour l'entourage, comme des crises de colère, des meltdowns, on va en parler, ou des shutdowns, c'est-à-dire on se ferme complètement. Donc shutdown, la catatonie qui est présente à 30% au moins dans l'autisme, dans certains moments de leur vie, on peut associer aussi avec le mutisme, hein, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui fonctionne, j'ai une patiente qui était à l'université, etc. Et puis il y a eu un trauma, et au moment où elle devait parler à l'université avec les gens et la police, etc., elle était incapable de communiquer verbalement. Et tout le monde l'engueulait en disant « Enfin, maintenant tu dois t'expliquer ». Et évidemment, plus on est anxieux, plus on se sent traumatisé, moins on est capable de parler, par exemple. Mais vous avez un comportement qui peut aller vraiment de plus en plus vers la catatonie. Le déclencheur, c'est ce dont on a parlé déjà. Vous pouvez les dire ici, la douleur, des deuils, des changements. Les changements de routine, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour une personne autiste. Donc, quand on parle des pertes qui peuvent être difficiles, c'est aussi, par exemple, une perte de routine. Alors, un problème, par exemple, c'est quelqu'un qui va être excellent à son travail, très consciencieux, fait tout bien, a une promotion, doit faire quelque chose de très différent et a un burn-out. Parce que ça fonctionnait bien tant que c'était dans certaines routines avec des gens qui connaissaient, etc. Et le changement peut être tout à fait intolérable. Dans ce cas-là, le traitement, c'est sommeil, du temps, de l'espace. N'essayez pas de les stimuler. Les thérapies cognitives sont, au lieu d'aider, rendre les choses plus difficiles, peuvent créer un meltdown. Et ce n'est pas de la dépression. On va reparler tout à l'heure de l'autistic burn-out. On peut devenir déprimé à la longue, mais ce n'est pas de la dépression. Souvent, le problème, c'est que le médecin, psychiatre ou généraliste, va donner des antidépresseurs. Le patient va avoir des effets secondaires, il n'est pas déprimé, ça ne va pas le changer. On va essayer de lui faire sortir, aller au magasin, aller faire ci et ça, et on va augmenter le burn-out, par exemple. Alors, le meltdown, qui est le plus classique, qu'on ne sait pas arrêter, ce n'est pas un caprice, c'est la personne qui, tout à coup, poussée à bout, va éclater, va crier, va sangloter, va se faire du mal, va se mordre, et donc tous les possibles spectacles, les représentations de ce qui se passe. Donc de nouveau, ce n'est pas un caprice, il n'y a pas de but en général, on ne sait pas l'arrêter, même si vous donnez ce que vous pensez que la personne souhaite, ça ne va à rien, la personne ne sait pas l'arrêter. On peut l'aider en essayant de rester calme, de vérifier qu'elle ne risque pas de se blesser. Ça ne sert à rien de parler à ce moment-là, il n'y a rien qui va en sortir. Vous risquez de que l'anxiété augmente encore plus, et de nouveau du temps, de l'isolement, et par la suite, essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque une des choses où on va aider le patient, c'est en faisant de la prévention. Donc revoilà le diagnostic. Comment est-ce qu'on peut penser ces diagnostics chez les patients? D'abord, il y a beaucoup de co-occurrences médicales qui ne sont pas, on ne s'en rend pas toujours compte, mais qui sont plus fréquentes chez un patient autiste qu'un patient qui ne l'est pas. Vous les avez ici. Il y a beaucoup de déficiences vitaminiques qui rendent les problèmes plus importants, soit les problèmes d'attention, de dépression, de cognition, de manque de contrôle. Donc c'est très important de vérifier cela aussi chez tous les patients, mais particulièrement chez les patients autistiques, qui ont souvent des routines d'alimentation différentes
et ça peut augmenter évidemment les déficits vitaminiques, mais on pense par exemple qu'il y a des patients qui ont des problèmes au niveau de l'homocystéine, et ça augmente aussi, augmenté par les déficits de vitamines. Alors pourquoi est-ce que c'est important si quelqu'un a trop d'homocystéine? Eh bien parce que ça augmente grandement les problèmes cardiovasculaires par exemple, et la mortalité et la démence. D'autres concurrences médicales extrêmement fréquentes, jusqu'à 50%, le syndrome des lèvres dans l'os. Il y a des dias que vous aurez après qui expliquent un peu plus comment identifier ça et quoi faire. Et c'est aussi une de ces maladies complexes, mystérieuses, où on ne croit pas que le patient a des problèmes de douleur, etc. Et c'est une maladie bien réelle et donc importante et très fréquente dans l'autisme. Ou si vous avez un patient avec des lèvres dans l'os, pensez autisme. Beaucoup plus de problèmes auto-humains, beaucoup plus de problèmes, on l'a vu ici en post-Covid, problèmes de POTS, fibromyalgie, endométriose. Donc beaucoup, c'est pour ça que ces patients ont en général tellement de pathologies médicales. Problèmes et co-occurrences psychiatriques sont aussi très importants. Donc si l'autisme en lui-même n'est pas une maladie, il est accompagné de toute une série de troubles médicaux et psychiatriques qui expliquent notamment par exemple ces taux de suicide importants et de travail. Le travail, généralement en seulement 30 à 40% des personnes autistes sont capables de maintenir un travail dans le long terme. Troubles du sommeil, je suis sûre qu'on vient vous trouver pour ça aussi. On sait qu'il y a une perturbation au niveau de la mélatonine, qui est une hormone. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière assez simple pour aider le patient, de petites doses, on n'a pas besoin de grandes doses, mais peut aider. Moins de sommeil paradoxal. Or, le sommeil paradoxal, j'explique souvent, c'est de la thérapie gratuite. Donc, c'est quelque chose ici que la personne n'a pas, et en général, beaucoup de problèmes au niveau des insomnies. L'anxiété, elle est là quasi tout le temps, depuis très tôt, augmentée par toutes ces interactions dont je vous ai parlé aujourd'hui. Vous pouvez faire fonctionner votre imagination, et toutes ces interactions illogiques, ces changements de routine, ces choses inattendues vont augmenter cette impression de ne pas comprendre ce qui se passe dans les interactions avec les autres, de se sentir, comme la personne a dit au départ, c'est de ma faute, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Tout ça augmente évidemment l'anxiété. Trop vite. Le TDAH est très très fréquent, entre 30 à 80%, on va dire jusqu'à 50%. Donc, et alors vous avez le problème du TDAH qui par exemple va vous pousser dans l'impulsivité, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer, et le côté autisme où on aime les routines et on ne veut pas que les choses changent de trop. Donc c'est très difficile à vivre parfois, et ça augmente aussi toute une série de problèmes cognitifs. C'est important de les adresser. Les traumas sont très fréquents, comme vous le voyez, de nouveau pour toute une série de raisons. Je n'ai pas malheureusement le temps d'aller dedans, mais enfin vous voyez 45% de traumas et de PTSD dans le groupe autisme et 4,5% dans l'autre groupe. Les traitements cognitifs où on fait répéter les choses et on espère que les gens vont s'habituer, comme vous l'avez compris, ce n'est pas toujours une bonne idée, c'est en général pas une bonne idée. L'IMDR fonctionne assez bien pour un certain nombre de patients. Donc les troubles de l'humeur, et je parlais du burn-out autistique, il y a des différences quand vous essayez de voir est-ce que c'est quelqu'un de bipolaire, est-ce que quelqu'un d'autiste, c'est peut-être plus relevant pour les psychiatres. Mais de nouveau, pensez aux différences sensorielles, pensez à l'histoire familiale. Quoique souvent, chez beaucoup de patients autistes, il y a une grand-mère qui a été internée parce qu'on pensait qu'elle était bipolaire, un grand-père qui était peut-être schizophrène, mais en fait, il n'a jamais été formellement diagnostiqué. Donc c'est important de voir toutes ces idées, cette histoire. Un plus grand risque de suicide, puisque nous avons des personnes qui vont persévérer, qui sont très logiques, qui sont très rigides et qui peuvent avoir décidé que la solution logique, c'est le suicide et il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire. Donc il y a un risque de suicide aussi beaucoup plus important. Au niveau des femmes, de nouveau, en général, plus de difficultés prémenstruelles, 10 fois plus de dépression du postpartum, 60% contre 14%, et la ménopause est une phase extrêmement difficile. On n'a pas encore beaucoup d'études, puisqu'on commence seulement à s'intéresser à cela. Les études ont commencé il y a 3-4 ans, mais il est clair que c'est un moment plus difficile, notamment au niveau des sensorialités. Tout à coup, tout devient plus difficile à tolérer. Je vous ai parlé tout à l'heure du burn-out autistique, qui n'est pas dans le DSM, mais qui est important à identifier et à différencier de la dépression. C'est tout à coup une régression des capacités. Quelqu'un qui avait
un boulot, faisait tout très bien, etc. Et tout à coup, incapable de le faire cognitivement. Ce qui est surprenant, on ne comprend pas bien pourquoi, mais il y a cette régression massive qui n'est pas liée nécessairement à de la dépression. Il y a tout à coup une incapacité de fonctionner avec de nouveau des hypersensibilités sensorielles et de nouveau pas de troubles de l'humeur. Et c'est important à identifier puisque dans le cas du burn-out, la première chose à faire, c'est du repos, du repos, du repos. Alors, encore une fois, on peut aussi être déprimé, ou on peut être déprimé parce qu'on a perdu son boulot à cause de ça, ou sa vie de famille, mais ce sont des choses différentes. État limite, c'est un peu ma spécialité, donc beaucoup de patients ont été identifiés à état limite et ils ne correspondaient pas toujours exactement ou ne se sentaient pas les mêmes que d'autres patientes qui étaient dans des groupes thérapeutiques par exemple. Il y a ces problèmes de difficulté de savoir qui on est, d'automutilation, de paranoïa, de difficultés dans les relations interpersonnelles. Mais de nouveau dans l'autisme, il y a des routines, des comportements répétitifs, des intérêts particuliers, des différences au niveau des perceptions et puis surtout en général, la personne ne tolère assez bien la solitude ou a besoin de solitude pour se ressourcer, contrairement aux états limites où il y a des peurs d'abandon. Alors, quand on ne se sent pas faire partie d'un groupe, c'est clair que l'utilisation d'alcool, entre autres, ou de drogue peut aider à alléger l'anxiété, mais ce n'est pas une bonne solution à long terme. Et donc, de nouveau, on n'a pas encore énormément d'études, ça fait 5-10 ans qu'on recherche, mais un grand nombre de patients autistes ont un problème. Et là encore, le fait de donner un diagnostic peut vraiment aider la personne à devenir sobre, par exemple. Troubles obsessionnels, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'autistes qui ont des troubles obsessionnels et des gens qui ont diagnostiqué avec des troubles obsessionnels qui sont autistiques. Une manière de différencier, c'est que la personne autiste qui a des rituels l'aident, diminuent son anxiété. Ils ne veulent pas s'en débarrasser de leur toc, entre guillemets, parce que alors qu'une personne qui a des troubles obsessionnels compulsifs souffre de ces tocs. Et c'est très difficile pour elle de changer de ses habitudes. Donc c'est de nouveau une manière de différencier. Troubles alimentaires, si vous avez des problèmes avec les textures, avec la nourriture, avec les odeurs, avec le goût, beaucoup de patients donc, ont des troubles alimentaires qui ne sont pas nécessairement des troubles anorexiques classiques, mais ils vont manger d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle ARFID maintenant. Ils vont éviter certaines choses, ils vont manger la même chose tout le temps, ce qui entraîne aussi des déficits en vitamines par exemple. Et quelque chose qui est apparemment plus fréquent chez les patients autistes, c'est l'œsophagite eosinophile, je ne sais pas si vous êtes familier, et c'est quelque chose qui peut être vraiment très qu'on voit par biopsie. Et j'ai eu des patientes qui avaient été rejetées, on disait elle ne peut pas manger, c'est son problème, est difficile, etc. Et ils n'arrivaient vraiment pas à avaler au point que sa vie était... Elle avait perdu énormément de poids, et c'est une biopsie qui a révélé cette œsophagite, et il fallait un traitement, parce qu'en effet, la nourriture ne passait pas. Donc si vous avez un patient qui a ça, ou si vous avez un patient autistique qui se plaint de ses difficultés, j'imagine que vous le faites, prenez-le au sérieux. Les narcissiques et les personnalités antisociales, de nouveau, bien sûr, le problème c'est que ce sont les personnes dont on entend parler, qu'on voit à la télévision. Ici c'est le jeune homme autiste qui avait massacré ses enfants dans le Connecticut, dans une école primaire, qui a tué 25 enfants et les professeurs. Donc à ce moment-là, on entend beaucoup parler d'autisme avec cette image que ce sont tous des tueurs en série. En fait, rappelez-vous, monsieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les personnes autistes sont plus souvent les victimes de crimes que d'être eux-mêmes la cause de crimes. Voilà le fils Edward d'Einstein qui avait voulu faire la psychiatrie, qui a commencé la médecine et puis qui a eu un épisode, je ne sais pas quoi, mais qui a fait qu'on l'a diagnostiqué schizophrène et qui est resté dans une institution jusqu'à sa mort vers l'âge de 60-65 ans en Suisse. Einstein était parti aux États-Unis. Donc évidemment, il y a aussi des choses en commun dans le contact un peu bizarre, d'être très littéral, mais quelqu'un qui est autiste, en général, ne va pas mieux avec des antipsychotiques, au contraire, et a rarement des hallucinations. Ils peuvent avoir des idées bizarres, des intérêts particuliers très spécifiques, avec quelque chose qui paraît un peu bizarre, mais qui n'est pas délirant.
Au niveau de l'âge, alors de nouveau ce sont des chiffres assez récents, donc on n'est pas sûr, mais il semblerait que peut-être il y a une plus grande prédisposition au Parkinson dans le cas de l'autisme, et peut-être un plus grand risque de démence précoce et de démence en général. Mais ces études ont été faites sur des populations Medicaid aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent du CPS ici, de l'assistance publique, des gens qui ont déjà eu des vies très difficiles, qui sont en moins bonne santé en général, et donc c'est des chiffres de nouveau où on doit regarder avec précaution. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis beaucoup de mains parce que c'est important de collaborer dans ce cas-là. Et pourquoi est-ce qu'il faut un diagnostic? C'est une personne autiste qui avait écrit cela. Pourquoi avons-nous besoin d'une étiquette? Parce qu'il est réconfortant de savoir qu'on est un zèbre normal et pas un cheval étrange. Parce qu'on peut trouver une communauté avec d'autres zèbres. Et parce qu'il est impossible pour un zèbre d'être heureux ou en bonne santé en passant sa vie à se sentir comme un cheval raté. Je trouve que c'est vraiment très bien dit. Et donc, le plus souvent, le diagnostic est perçu comme un soulagement. Très souvent, malheureusement, les patients sont invalidés. Il y a évidemment un problème de deuil aussi. Beaucoup de personnes regrettent qu'on n'ait pas découvert ça plus tôt, mais ça les aide vraiment à faire sens de toute une série de choses dans leur histoire qu'ils ne comprenaient pas et que leur entourage ne comprenait pas. Ça va amener, vous parlez de ce jeune homme qui disait j'ai une identité maintenant et je peux gérer les choses différemment, c'est quelque chose qui peut aider. Comme vous l'avez entendu, ça peut influencer notre manière de traiter, que ce soit au niveau médicamenteux ou au niveau thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait différent? Quoique je pense que tout le monde en bénéficie si on fait les choses comme ça. Mais je pense qu'en général, de rester calme, même si la personne est extrêmement nerveuse, alétique, ne veut pas parler, etc., ou lui donner du temps, écouter et croire la personne autiste. Si on se trompe, il sera toujours temps de le voir plus tard, mais laisser la personne un peu expliquer, voyez avec cette personne pourquoi il ou elle pense ça et qu'est-ce que ça peut faire comme différence dans sa vie. Poser des questions précises et claires. Rappelez-vous, les personnes ne comprennent pas les différences de ton, les sous-entendus, les choses qu'on devrait savoir. Non, on ne sait pas, donc il faut être très concret, donner du temps, être flexible. Essayez de, par exemple, si le patient peut vous diminuer la lumière dans le bureau ou venir avec des lunettes solaires, ce n'est pas un problème. Encourager, par exemple, les intérêts particuliers. Essayez d'identifier un travail qui peut être auquel le patient peut s'adapter. Il y a ici, et j'ai mis tous les détails de cela, le Dr. Doherty avec son équipe, Autistic Doctor International, a publié ça dans le British Journal il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je crois, avec des manières d'aménager nos pratiques pour que ce soit plus autistic friendly, si je peux dire. Et les choses auxquelles il s'attarde en détail, c'est de nouveau penser aux sensorialités, maximiser la prévisibilité. Si vous devez changer les rendez-vous de quelqu'un, essayez peut-être de ne pas le faire avec cette personne-là. Et préparez-la, accepter les différences, communiquer clair et directement et avoir de l'empathie. Quelque chose qui peut être utile aussi, puisque je vous ai dit que les patients autistes sont clairement en état d'hypervigilance, quand on est en fight, flight, sont souvent, la plus grande partie de leur vie, sont dans cet état-là, ce qui augmente leur mortalité, notamment au niveau cardiovasculaire. On peut les aider à réguler ça. Il y a maintenant, je crois, des Apple Watch, des Fitbit, des Ring, qui peuvent aider la personne à mesurer son sommeil, par exemple, mais aussi son niveau de stress, grâce à la variabilité du rythme cardiaque. Donc au plus on a de la variabilité, au mieux c'est. Et au plus ça veut dire que le corps est détendu. Au plus cette variabilité est basse, au plus la personne est stressée et ça a des conséquences au niveau de la santé physique. C'est aussi quelque chose où on peut éduquer le patient et en discuter avec eux. Pharmacologie, de manière générale, commencer à des doses faibles. Si ça marche à des doses faibles, c'est possible que ça fonctionne, effectivement. Il y a des effets secondaires bizarres, croyez le patient, travaillez avec le patient pour cela, titrez lentement. Et beaucoup de patients évitent les médecins après un certain temps, on ne veut pas jouer dans les populations âgées, ne veulent pas parler de leurs problèmes parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des médicaments. Si la personne sait qu'on travaille en confiance, qu'on ne va pas forcer les choses, qu'on va les croire, c'est une dose faible les aide, de nouveau tout le monde en bénéficie. Alors au niveau des médicaments pour l'anxiété, parce qu'on peut prescrire aussi bien sûr,
de nouveau à dose faible, souvent les antidépresseurs. J'aime bien le bupropion, je parlais avec des psychiatres, on ne l'utilise pas. Le bupropion, d'abord, ne pousse pas les gens en manie ou en état bipolaire s'il y a une histoire familiale, mais surtout, il est stimulant. Donc, c'est un peu comme un stimulant, sans être un stimulant. Et donc, c'est une des raisons, puisque vous avez vu la grande co-occurrence de TDAH et d'autisme, c'est un antidépresseur que les gens aiment bien. Augmente un peu l'anxiété au début, à prendre avec de la nourriture, mais souvent, ça fonctionne bien. Les benzos, bien sûr en étant prudent, mais c'est parfois quelque chose de nécessaire, toute une série de choses que vous pouvez utiliser là. Apparemment aussi la prazosine, qui est lancée en mini-presse, on l'utilise beaucoup aux États-Unis pour les troubles post-traumatiques, pour les insomnies, avec des gens qui ont des cauchemars répétitifs, des flashbacks, etc. Et ça fonctionne très bien. C'est pas du tout addictif, c'est un médicament facile à prescrire. Les antipsychotiques, si la personne est psychotique, bien sûr, mais aussi non, ça a été un gros problème, c'est qu'on a donné beaucoup d'antipsychotiques, notamment à des enfants, parfois pour essayer de contrôler le comportement, parfois on n'a pas le choix, mais de manière générale, bon, il y a tous les effets secondaires à court, à moyen et à long terme qui peuvent être catastrophiques, donc j'essaie de l'éviter. La quetiapine, que je n'utilise pas en général pour les troubles psychotiques, mais pour beaucoup de personnes autistes, y compris d'ailleurs des collègues médecins, ils trouvent que ça les aide beaucoup au niveau des ruminations incessantes. Et donc, une dose de 25 ou de 50 mg de quetiapine semble aider, mais de nouveau, beaucoup d'effets secondaires, stabilisateur de l'humeur seulement si c'est nécessaire. Et alors, dans les suppléments, mélatonine, les vitamines, le magnésium qui aide pour quelqu'un qui est constamment dans un état d'anxiété. On traite aussi le TDAH, bien évidemment, parce que c'est un facteur additionnel de fatigue, d'épuisement, de risque de burn-out, de l'impression de ne pas vraiment fonctionner dans un groupe. Mais quand on est à la fois autistique et qu'on a un trouble de TDAH, les médicaments ne marchent pas aussi bien. Les médicaments peuvent vous rendre plus plat, souvent il y a des effets secondaires, donc ce n'est pas toujours l'idéal et il faut de nouveau travailler avec le patient pour trouver le meilleur dosage, par exemple. Ben voilà, j'étais un peu plus qu'une heure, excusez-moi. Il y a plein d'informations encore dans les